Mes chers amis, mes chers amis, je voudrais... Merci à tous d'être venus si nombreux. Merci de votre soutien, merci de votre amitié, merci de votre engagement. Je suis venu ici, dans votre région, dans cette ville, dans ce département, pour vous parler de ce qui est le plus important pour nous, de la France, de son avenir, de sa place et des décisions que le peuple de France doit prendre dans 2 mois. Je voudrais vous dire, mes chers amis, que le destin de chacune de vos familles dépend du destin de la France. Qu'il n'y a pas d'un côté l'avenir de la France et de l'autre l'avenir de chacune de vos familles. C'est un seul et même problème, c'est une seule et même question. Si la France est forte, elle vous protégera. Si la France est faible, chacun d'entre nous sera exposé. La question est donc, comment faire pour inscrire la France dans le monde nouveau? Car le monde est nouveau. La décision que vous allez avoir à prendre dans 2 mois, cette décision, il faut que vous la preniez en fonction de ce contexte nouveau, de ce monde nouveau, de ces idées nouvelles, de ces forces extraordinaires qui se sont mises en marche dans le monde. Et que sera la France dans ce monde? La question n'est pas pour chacun d'entre nous de savoir comment votaient vos parents ou comment vous avez voté. Si les uns appartiennent à la gauche, les autres à la droite, les troisièmes à l'extrême droite ou au centre, ça n'a aucune importance au regard de l'avenir de notre pays. Ça, c'est la petite politique, l'ancienne politique, une politique qui n'a pas de sens, une politique qui classe les gens en fonction de présupposés. Moi, je veux parler au peuple de France dans son ensemble. Je veux parler à ce peuple de France qui, quelle que soit sa position sur l'échiquier politique, a les mêmes angoisses. Quel travail pour nous demain? Quel avenir pour nous, pour nos enfants? Quel logement? Quel pouvoir d'achat? Quelle école? Quelle Europe? Comment allons-nous vivre? Est-ce qu'on va garder notre mode de vie ou est-ce qu'on va être obligé de le changer? Je ne parle pas, moi, des segments. Je ne parle pas comme une chaîne de télévision à la ménagère de moins de 50 ans, ignorant celle qui aurait plus de 50 ans. D'ailleurs, j'en ai assez, pour une raison que je ne comprends pas, j'aime beaucoup les gens de 50 ans, et plus. Il viendra un jour où je serai obligé de dire « j'aime beaucoup les gens de 60 ans, et plus ». Mais je veux que vous le compreniez, j'ai voulu cette campagne, et je l'ai mis vraiment en quelque sorte la protection du peuple de France. Je veux parler à tout le monde, quel que soit son âge, son statut, sa situation, son positionnement politique. Je veux au fond réconcilier ces 2 grandes France, une partie de nos compatriotes toujours tentés vers le grand large et le monde nouveau, et une autre partie de nos compatriotes aussi dignes, aussi légitimes, inquiets pour son identité, et se demandant s'ils auront, eux, leur place dans ce monde nouveau. C'est à toute la France que je veux parler. Je laisse aux observateurs dire le mardi que je fais un virage à l'extrême droite et le mercredi que je fais un virage à l'extrême gauche. Quelle conduite! D'ailleurs, à les entendre, je ne sais plus où je me trouve, moi. Moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez ce qu'on va faire pour la France dans les 5 années qui viennent.
Et pour que vous le compreniez, je veux juste vous dire 2 mots de ce qui s'est passé. Pendant les 5 dernières années, je n'ai eu qu'une seule préoccupation: protéger la France de 4 années de crise parmi les plus violentes que le monde ait jamais connues depuis un siècle. Crise financière, crise de la dette privée et de la dette publique, crise économique, crise de l'euro, crise de l'Europe. Pendant 4 ans, il a fallu tenir. J'ai pris des engagements devant vous. Il a d'abord fallu tenir quand tout le système bancaire mondial a manqué de s'effondrer. Je veux que vous compreniez une chose. C'est que mon souci n'a pas été de sauver les banques. Mon souci, ça a été de sauver votre épargne. Car si le système bancaire s'était effondré, c'est votre épargne qui aurait disparu. Je vous l'ai dit dans le discours de Toulon, au début de la crise, je ne laisserai pas un seul d'entre vous perdre ses économies. Je ne laisserai pas un seul d'entre vous aller faire la queue au guichet de votre banque pour sortir l'épargne de votre travail et de votre famille, parce que tout d'un coup, vous n'auriez plus confiance. J'ai dit que l'État était là, que l'État garantirait, que l'État protégerait. À l'époque, je veux vous le dire parce que c'est la vérité, à l'époque, la polémique, on soutient les banques, mais si les banques avaient fait faillite, qu'est-ce qui serait passé de vos économies? Qui vous les aurait remboursées? Je vous avais dit une autre chose, que le plan de soutien aux banques ne vous coûterait pas 1 centime à vous contribuables. Le plan de soutien aux banques a rapporté au Trésor public 2,4 milliards. Nous sommes le seul pays au monde à avoir soutenu notre réseau bancaire et que ça a rapporté de l'argent au Trésor public. Je vous avais dit, durant la crise, qu'il faudrait faire des réformes douloureuses, dont certaines provoqueraient votre mauvaise humeur, mais que si nous ne les faisions pas, alors nous prendrions un risque immense. Je vous demande simplement de réfléchir à la situation des autres et de la comparer à celle de notre pays. La Grèce n'a pas eu la chance d'avoir des dirigeants qui ont fait les réformes au moment où il fallait les faire. Ils ont diminué les salaires et les retraites de 20%. Est-ce que c'est ce que vous auriez souhaité pour la France? J'ai dit non à cela. Nous avons réformé les retraites. Ça a été difficile. Pas un seul syndicat ne m'a soutenu. Pas un seul. Mais nous, en faisant le choix de la réforme des retraites, nous avons protégé le pouvoir d'achat des retraités et nous avons sauvé notre régime de retraite par répartition. En Espagne, un gouvernement n'a pas fait les réformes. Les fonctionnaires sont obligés de travailler plus et de gagner moins. En Italie, les retraites sont bloquées pendant 4 ans. Au Portugal, les salaires ont diminué de 15%. En Irlande, les salaires et les retraites ont été diminués de 20%. La France n'a pas eu à faire ce choix-là, parce que, envers et contre tout, il y a 2 ans et demi, je vous ai dit, il faut sauver notre régime de retraite, on doit faire les réformes. Parce que dès 2007, je vous ai dit, nous dépensons trop, il faut faire des économies. Nous n'avons pas les moyens de continuer à créer des postes de fonctionnaires alors qu'il y a le déficit, alors qu'il y a l'endettement. C'est tout le courage de Luc Châtel d'avoir été ministre de l'Éducation nationale et d'avoir assumé la décision du gouvernement de ne pas remplacer 1 départ sur 2 de fonctionnaires à la retraite. Ce n'est pas une question idéologique. Ce n'est pas une question idéologique. C'est simplement une question de bon sens. Et cette question, je veux la poser aux Français.
Un pays qui croulerait sur les dettes et sur le déficit n'est pas un pays qui peut maîtriser son avenir et son destin. Ce n'est pas un pays indépendant. Voilà à quoi nous avons consacré les 4 dernières années. Maintenant que la crise financière est derrière nous, maintenant que nous avons résolu le problème grec, et ce n'est pas si simple, et je veux vous le dire ici, en nous battant pour les autres, nous nous sommes battus pour la France. En sauvant les autres, nous nous sommes sauvés nous-mêmes. Et où sont-ils tous ceux qui n'ont cessé de me critiquer lorsqu'avec Madame Merkel, nous nous battions pour sauver l'euro, pour sauver l'Europe, pour sauver la Grèce? Aujourd'hui que la crise financière est derrière nous, est-ce qu'ils pensent toujours qu'il ne fallait pas ratifier le traité que nous avons imaginé, construit et négocié uniquement parce que politiquement, ils estiment qu'il faut dire du mal du président de la République? Pendant des mois, ils ont dit « ça ne marchera pas, on ne le croit pas », ils se trompent. Aujourd'hui, que ça a marché, ils devraient s'excuser devant les Français en disant « c'est nous qui nous sommes trompés, c'est nous qui avons manqué de courage, c'est nous qui n'avons aucune vision pour l'avenir ». Voilà la vérité telle qu'elle est. À tout bout de champ, on me demande de reconnaître mes erreurs. Et bien voilà une bonne occasion pour les autres, en voilà une belle d'erreur. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour les 5 années qui viennent? D'abord, je veux vous dire une chose. Il n'y a qu'une seule voie possible pour la France. C'est reconnaître le travail, récompenser le travail, considérer le travail. Jamais, dans aucune situation, celui qui travaille doit pouvoir gagner moins que celui qui ne travaille pas. On parle beaucoup, cher François Baroin, qui m'a accompagné dans ce combat européen avec tout son talent. On parle beaucoup de la justice. Et on a raison. Les Français n'aiment pas l'injustice. Et ils ont raison. Les Français n'aiment pas les rémunérations exorbitantes du spéculateur. Les Français n'aiment pas les retraites chapeaux. Les Français n'aiment pas les parachutes dorés. Les Français n'aiment pas que l'argent domine tout. Mais les Français n'aiment pas non plus que celui qui a assisté profite des droits et n'assume aucun devoir. Les Français croient au talent, à l'effort, au mérite, à la réussite lorsqu'elle correspond à une utilité sociale, à la récompense quand elle est méritée. Mais les Français ne veulent pas qu'on profite de la générosité de la France et qu'en échange, on refuse toutes les responsabilités qu'on contracte lorsqu'on exerce des droits. Récompenser le travail, baisser les charges sur le travail. Là encore, j'ai proposé un choix et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans ce choix. Si le travail est plus cher en France qu'ailleurs, alors nous aurons les délocalisations. Votre région, votre département a suffisamment souffert de cela. Rien n'est plus important que de baisser les charges sur le travail. J'ai proposé que la politique familiale ne soit plus financée par les entreprises. Et j'ai proposé une augmentation d'1,6 de la TVA. Tout le monde m'a critiqué. Mais ceux qui me critiquaient, que disent-ils aux ouvriers lorsqu'il y a une délocalisation? Qu'il n'y a rien à faire? Qu'il faut rester les bras croisés? Qu'on ne peut pas essayer? Qu'on ne peut pas les sauver? Qu'on doit les laisser tomber? Je pense profondément que l'Europe ne doit pas être l'Europe des consommateurs, qu'elle doit être l'Europe des travailleurs, parce que le jour où il n'y aura plus de travailleurs et qu'on pensera qu'aux consommateurs, ce jour-là, on n'aura affaire qu'à une Europe de chômeurs. Et cette Europe-là, je n'en veux pas. Oui, je le dis aux chefs d'entreprise qui sont ici, nous assumons le choix de faire payer aux importations une partie du financement de notre projet social. Je l'assume. Oui, j'assume mon opposition au principe des 35 heures, qui a été une erreur sociale immense, car ce sont les salariés les plus modestes qui l'ont payé d'une baisse des salaires.
Ça a été une erreur économique immense. Les mêmes qui ont imposé les 35 heures administratives à la France ne disaient pas la vérité aux Français, car au même moment où ils imposaient les 35 heures, ils faisaient rentrer la Chine dans le commerce mondial. On ne peut pas imaginer erreur stratégique plus grande que ces 35 heures. Mais ce n'est pas tout. Erreur sociale, erreur économique, mais par-dessus tout, erreur morale, que celle qui consiste à dire aux Français que le travail est une aliénation alors que le travail est une émancipation. Voilà la pire de toutes les erreurs. Cela ne veut pas dire que la question oui, je vais tout faire pour cela. Mais pas pour moi, pas pour vous simplement, pour la France, parce que la France le mérite, parce qu'elle en a besoin. Mais mes chers amis, je veux m'expliquer juste encore sur cette question du travail. Bien sûr qu'on ne peut pas tout ramener au seul travail. Mais comment profite-t-on de sa famille quand on se dit le mois suivant, j'ai pas de quoi la faire nourrir, la faire manger, la faire vivre? Comment profite-t-on de ces vacances quand on dit « quand je rentre, je serai au chômage » C'est une erreur historique que celle qui consiste à ne raisonner en matière de travail qu'en termes de quantité, jamais en termes de qualité, de dignité au travail, d'intérêt du travail, de récompense du travail, de considération du travailleur. Mais il croit quoi? Que parce qu'on passe à 35 heures, on est heureux? Moi, j'en connais beaucoup qui travaillent beaucoup plus et qui sont très heureux. Et j'en connais certains qui travaillent beaucoup moins et qui sont très malheureux parce qu'ils ne sont pas considérés. Le vrai débat n'est pas celui de la quantité de travail, il est celui de la qualité de vie au travail, de la considération que le chef d'entreprise doit avoir pour le travailleur, de la récompense du travailleur, de son travail et de la sueur de son front, de l'association du travailleur au résultat de l'entreprise et du sentiment du travailleur que quand ça marche, il sera associé à ce résultat et quand il y a une difficulté, il ne sera pas le seul à payer pour tous les autres, notamment pour les erreurs de ceux qui ont dirigé l'entreprise. Mes chers amis, je crois aussi que la clé de tout, c'est la formation. Quel que soit votre âge, qu'on soit jeune, en début de carrière, et que les portes de l'entreprise se ferment, parce que vous n'avez pas d'expérience, et bien sûr, c'est mon premier emploi. Qu'on soit une mère de famille qui a voulu donner 15 ans de sa vie pour élever ses enfants, c'est son droit, mais qui voudrait, les enfants devenus grands, reprendre un travail, une activité, et à qui on dit « mais non, 20 ans, exclu du travail, pas de nouvelle chance ». Ou celui qui a 55 ans, qui est dans le textile, ça ne va plus, l'entreprise a fermé, et il dit « mais je ne suis pas fichu quand même ». Je veux vivre de mon travail, je ne veux pas d'allocation, je veux vivre dignement. Eh bien, la réponse à ces trois angoisses, c'est la même, la formation professionnelle. Je souhaite un droit à la formation professionnelle pour chacun d'entre vous, quel que soit votre âge, parce que la vie est cruelle, qu'elle est difficile, qu'elle réserve des mauvaises surprises, la vie. À chacun d'entre vous ici, vous pourriez en porter témoignage. Il n'y en a pas un seul qui pourrait me dire « ma vie est un long fleuve tranquille ». Ah bon, tiens. Parce que tous dans la vie, à un moment donné, on met un genou à terre. Parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un problème de santé, parce qu'il y a un problème de famille, parce qu'il y a un problème économique. Et la réponse à cela, ce n'est pas simplement la charité, ce n'est pas simplement la solidarité. La réponse à cela, c'est un droit. Le droit d'apprendre un nouveau métier, de recommencer une nouvelle vie, de pouvoir reprendre confiance en soi-même. Je souhaite donc que toute personne au chômage qui n'a aucune chance de retrouver un emploi se voit reconnaître ce droit. Mais immédiatement, je vous dis une autre chose, on vous proposera une formation qualifiante. C'est un droit, mais vous n'aurez pas le droit de la refuser. Vous devrez l'accepter. Et à l'issue de cette formation qualifiante, je veux prendre mes responsabilités pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous, car pendant cette campagne, on doit tout dire. À l'issue de cette formation qualifiante,
Vous n'aurez pas été rémunéré parce qu'on vous indemnise, vous aurez été rémunéré pour votre travail de formation. Et à l'issue de cette formation professionnelle, je vous le dis, on n'aura pas le choix de refuser un emploi lorsque l'on est chômeur qui correspond à la formation que l'on vous a donnée. Les droits et les devoirs. 2 800 000 chômeurs aujourd'hui, 10% en formation et 500 000 offres d'emploi non satisfaites. Ce n'est pas acceptable. Alors, mes chers amis, cette réforme, elle se heurtera à tout le monde, bien sûr. Une partie de nos amis syndicats, toujours tellement ouverts, toujours tellement prêts à construire. Les régions, dont on se demande parfois à quoi servent tous ces crédits, et l'État, qui doit aussi faire balayer devant sa porte. Alors je vous le dis, s'il devait y avoir un blocage, je me tournerai vers le peuple français par le référendum. Et je vous demanderai de répondre à ces deux questions. La première, êtes-vous d'accord pour qu'on crée un droit nouveau, le droit à la formation professionnelle, quel que soit son âge? Et la seconde, êtes-vous d'accord pour que celui que la société a formé soit obligé d'accepter l'emploi qui correspond à sa formation? Et vous répondrez, et vous aurez votre mot à dire. Et peuple de France, vous serez vous-même les garants de mon engagement. Au début de la campagne, quand j'ai parlé il y a un mois du référendum, oh mon Dieu, ils étaient tous choqués. J'avais heurté des sensibilités à fleur de peau. Et chacun de me donner la leçon. Comment? Tu vas donc interroger le peuple de France sur la formation professionnelle? Mais c'est si compliqué. Je dis, je sais, je vous connais vous tous. C'est trop compliqué pour le peuple? J'observe un mois après que maintenant, chaque semaine qui passe, une nouvelle idée de référendum. J'aime convaincre. Je les ai convaincus encore plus rapidement que je ne l'imaginais. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je les vois tous. Ils se ressemblent. Quand ils voient à la télévision, ils viennent avec un petit miroir. Et ils se regardent. Et manifestement, ça leur plaît. Donc ils se parlent à eux, ils ne se parlent pas à vous. Voilà la différence entre eux et moi. L'autre jour, j'étais à la télévision. J'ai vu le fossé immense entre ceux qui m'interrogeaient, professionnels, et les Français qui m'interrogeaient. Ce n'était pas facile, ceux qui m'interrogeaient, Français. Mais ils m'interrogeaient. Ils voulaient des réponses. Puis tout d'un coup, je me suis tourné, on m'a posé une question. Elle n'avait aucun intérêt. C'est une question qui intéressait le bord gauche de la Seine et le bord droit de la Seine. Mais je connais assez peu de gens qui habitent sur la Seine. Je n'ai pas l'intention de perdre une minute à répondre à des questions qui sont tellement éloignées de la préoccupation des Français. Et puis, je vais vous dire une autre chose. Dans cette campagne électorale, nous avons le droit de parler de tout ce qui vous concerne. Nous n'avons pas le droit, par complaisance, par souci de l'image, de mettre de côté des sujets immenses. Si les Républicains ne parlent pas de ce que sera dans les 5 années qui viennent la politique d'immigration en France, qui en parlera? Ceux qui n'ont que le mot haine à la bouche, ceux qui ne parient que sur la peur, ceux qui ne parient que sur le rejet de l'autre. Cela parle trop fort. Mais parce que nous, les Républicains, nous n'avons pas parlé assez juste. Je l'ai dit, j'assume. Et je mets au défi d'autres candidats, notamment le candidat socialiste, d'expliquer à la France ce que sera sa politique d'immigration pour les 5 années qui viennent. J'ai pris des engagements. J'ai dit, compte tenu de l'état de nos comptes sociaux, je ne peux pas à la fois dire aux Français « faites des efforts, des économies, luttons contre la fraude » et continuer à accepter sur le territoire de la République une immigration qui ne serait motivée que par le souci de profiter de prestations sociales. Dire cela, ce n'est en rien stigmatiser, c'est regarder la situation de nos comptes sociaux, mes chers amis. Si nous n'y prenons garde,
alors nous conduirons ces comptes sociaux à la faillite et il n'y aura plus de modèle social. Mais j'ai une deuxième chose à dire. Notre modèle d'intégration souffre, il a des difficultés, pour une raison et une seule. Si nous continuons à accueillir plus de gens que nous pouvons intégrer, c'est tout le système qui s'embolise. Il faut donc intégrer, puis accueillir à nouveau. J'ai donc proposé de diviser par 2, sur les 5 années qui viennent, le nombre d'étrangers que nous accueillerons sur notre territoire. La France est un pays ouvert. La France est un pays qui s'est toujours nourri de cette diversité. Fermer la France serait le contraire de l'identité française. Mais la France doit accueillir ceux qui veulent vraiment venir en France, pour de bonnes raisons, pas pour de mauvaises raisons. Et je propose ainsi que le regroupement familial, qui est un droit, mais que le regroupement familial ne soit possible que si on a un emploi, un logement, et si on prend la précaution, avant que la famille ne vous rejoigne sur le territoire national, de faire apprendre le français et les valeurs de la République à ceux qui viennent. Je pose une question très simple. Comment intégrer celui ou celle qu'on maintient enfermé dans l'appartement et à qui on refuse le droit d'apprendre le français? Il en ira exactement de même pour celui qui se marie avec un Français ou une Française. J'ajoute que je souhaite que pour bénéficier du minimum vieillesse, comme du RSA, il y ait 10 ans de présence sur le territoire et 5 années de cotisation. Ce sont des prestations qui dépendent du travail des Français. Il est normal. Alors j'ai dit une chose aussi. Nous avons un système qui s'appelle la CMU, cher Benoît. Ce système-là, je vous le dis, même si ça plaît moins, mais c'est ma part de vérité. La République française, elle soigne sans tenir compte de la couleur de peau et de la nationalité, celui qui est malade et celui qui en a besoin. Et je me battrai pour qu'on continue cela. Ça s'appelle la dignité humaine et ça s'appelle le respect de la vie. Et je défends ce respect, mes amis le savent, avec autant de force que la fin du regroupement familial automatique. Mais je dis une chose, la carte vitale, dont la moitié n'ont même pas la photo du titulaire, c'est fini. La carte vitale sans la biométrie, c'est fini. Parce que la fraude, c'est fini. Alors, comme on en apprend tous les jours, je prends des engagements. J'essaie d'expliquer comment nous allons les tenir. Et les Français choisiront. C'est la vérité d'une campagne électorale et c'est la vérité d'un candidat. Un candidat comme les autres. Mais je fais cette campagne en liberté et en vérité. Alors j'ai vu qu'un candidat venait de proposer quelque chose que vous attendiez avec impatience depuis très longtemps. Qu'il avait compris quel était le problème prioritaire des Français. Ce qui vous empêchait de dormir au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ce qu'on me raconte à chaque minute. On m'arrête dans la rue pour me dire, Monsieur Sarkozy, supprimez le mot race du préambule de la Constitution. Ah, la belle priorité. Il fallait y penser. Mais derrière le ridicule de la proposition, il y a surtout une façon de concevoir la politique. En supprimant le mot race, on supprime le racisme. Alors je propose, puisqu'on a décidé de faire la guerre au dictionnaire, de supprimer le mot chômage. De supprimer le mot crime. Et puis si vous avez encore d'autres idées, donnez-les-moi, je lui transmettrai. Et ainsi, on aura bien résolu le problème. Voilà une conception curieuse de la politique. On supprime le mot et on refuse de voir la réalité. C'est exactement le contraire de ce que je veux faire. Je veux voir la réalité.
mettre sur la réalité des mots que vous comprenez et apporter des réponses à tout ce peuple de France qui attend cette réponse. Supprimer un mot et ne pas voir la réalité. J'abhorre le racisme, j'abhorre l'antisémitisme, mais ce sont des réalités que vivent certains de nos compatriotes tous les jours. Je déteste qu'une femme soit moins bien traitée qu'un homme. Je déteste qu'on montre du doigt tel ou tel de nos compatriotes, mais je déteste aussi qu'on n'ait pas le courage de dire que sur le territoire de la République française, tout le monde a les mêmes droits, mais que nos frères chrétiens d'Orient ont aussi le droit que la France parle en leur nom et les défende. Les principes d'égalité, ils ne s'arrêtent pas aux frontières de la France. Je veux qu'on ait le courage de dire que l'égalité scrupuleuse entre les hommes et la femme, ce n'est pas une question culturelle, c'est une question universelle. Et que nous refusons l'exclusion, les femmes battues, les femmes enfermées derrière un morceau de tissu, parce que la burqa n'a pas sa place sur le territoire de la République française. Je veux devant vous dire une chose, que dans nos piscines, les femmes et les hommes, c'est la République, auront les mêmes horaires. Que dans nos cantines scolaires, tous nos enfants auront les mêmes menus, parce qu'on ne doit pas tenir compte, dans une République laïque, des différences des uns ou des autres, et que dans nos hôpitaux, femmes et hommes ont le droit aux mêmes médecins. C'est cela, la République française. Et cela, nous ne sommes pas décidés à transiger sur ces principes. J'ai dit aussi, parce que je suis profondément européen, et il me plaît de défendre cet idéal européen dans cette région, Benoît. Cette région où, quand je passe, je vois les cimetières, je vois les croix, et je dois vous le dire, ça me bouleverse, parce que je me dis que dans ces tombes, il y a des jeunes hommes, peu importe leur nationalité, qui ont sans doute l'âge plus jeune que mes enfants aujourd'hui, qu'ils ont payé de leur vie la folie meurtrière qui, à 2 reprises, s'est emparée du XXe siècle au service d'idéologies folles, d'un projet monstrueux, et que l'Europe a été la réponse à cette folie, à ce dérèglement, à cette perversion, à ce mal absolu que fut le nazisme et que fut la Shoah. On a fait l'Europe pour cela. L'Europe, c'est un projet humaniste. Jamais vous ne m'avez entendu mal parler de l'Europe. Parce que pour moi, l'Europe, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans ce qu'ont imaginé les hommes au service de la paix. C'est peut-être le projet le plus élaboré, imaginé par des hommes différents. Mais rendez-vous compte, pour la génération de mon grand-père, ce que ça a représenté, la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Quand il y a quelques mois, j'ai entendu des responsables politiques oser émettre des sentiments germanophobes, j'ai dit honte sur vous. Vous trahissez l'histoire de notre pays. On n'a pas le droit, vous m'entendez, de pousser 2 peuples qui se sont affrontés comme nous nous sommes affrontés dans l'histoire à faire autre chose que l'amitié, que la paix, que le compromis, que la concorde. C'est un devoir historique qui va bien au-delà des intérêts politiques et politiciens, bien au-delà. Et dans votre région, vos parents ont payé suffisamment cher cela. Et moi, je dédie le droit à tous ceux qui ont toujours hurlé contre l'Europe, qui, en plein cœur de la crise, demandaient de sortir de l'euro. La belle affaire, sortir de l'euro, ça aurait consisté à rembourser une dette libellée en euros avec une monnaie qui aurait perdu la moitié de sa valeur. Grâce à cette décision intelligente, on aurait multiplié par 2 le montant de la dette des Français. Je leur conteste le droit de parler de l'Europe. Mais moi qui ai tant fait pour sauver l'Europe, je veux vous dire aussi autre chose, c'est que l'Europe, ce projet humaniste, cette Europe trahirait l'intention de ses pères fondateurs si elle n'était pas capable de protéger les Européens. Nous avons fait l'Europe pour être plus forts, pas pour être plus faibles. Nous avons fait l'Europe pour protéger, pas pour exposer. Nous avons fait l'Europe pour défendre la civilisation européenne, pas
pour la détruire. Voilà la vérité de l'Europe. L'Europe n'est pas un sujet de colloque, l'Europe n'est pas un sujet intellectuel. L'Europe, c'est une chose concrète. Donc je le dis comme je le pense. Schengen, 17 ans, a échoué. Je suis d'accord pour que nous abaissions nos frontières entre pays européens, mais à la condition que les frontières de l'Europe soient défendues. Si les frontières de l'Europe ne sont pas défendues, alors nous ne sommes pas d'accord pour abaisser nos frontières. Dire cela, je le dis à mes amis parlementaires, ce n'est pas être parjure à mon idéal européen, c'est au contraire le revendiquer. Donc je donne un an, pour que nous fassions avec Schengen ce que nous avons obtenu, Madame Merkel et moi, pour l'euro. Un gouvernement politique, avec une présidence stable de Schengen. Ce ne sont pas aux technocrates et aux bureaucrates de gérer la politique migratoire de la France et de l'Europe, c'est aux politiques. Je demande la convergence des politiques et du droit des étrangers pour qu'on ne fasse pas du dumping migratoire à l'intérieur de l'Europe. Je demande qu'un État qui serait défaillant, comme un État qui ne respecterait pas la règle des déficits, puisse être sanctionné ou exclu de Schengen. Je demande, comme il y a une crise, comme il y en a eu une récemment entre la Tunisie et l'Italie, que nous puissions prendre des mesures exceptionnelles. Dire cela, c'est manifester un engagement européen. Contester cela, c'est vivre dans un autre monde que celui où vivent les Français et les Européens. Je suis pour la liberté de circulation, c'est une évidence, mais je ne suis pas pour que la frontière entre la Turquie et la Grèce soit ouverte à tout vent et que le monde entier puisse espérer trouver un emploi en Europe, alors que nous avons déjà tellement de difficultés économiques, financières et sociales. J'ai dit aussi, je crois à la liberté du commerce, je crois au libre-échange, je crois à l'économie de marché, mais je refuse la concurrence déloyale, je refuse que l'on impose à nos chefs d'entreprise, à nos agriculteurs, à nos producteurs des règles et que dans le même temps, on accepte sur le marché européen des produits venant de pays qui ne respectent aucune des règles que nous imposons à nos producteurs. C'est pas être contre la liberté des échanges. Je ne veux pas du protectionnisme qui n'est en rien une solution. Mais je pose la question, quel est le pays le plus libéral au monde? Les États-Unis d'Amérique. Depuis 1933, les États-Unis imposent dans leur marché public qu'il soit réservé à des entreprises qui fabriquent aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi ce qu'il est possible de faire pour les États-Unis serait interdit pour l'Europe? Je demande donc que les marchés publics soient réservés aux entreprises qui produisent en Europe tant que les autres n'ont pas ouvert leur marché comme nous avons ouvert le nôtre. Je demande aussi que les élus puissent réserver une partie de leur marché à des PME, car je connais trop la logique. Les grandes entreprises concourent, font des prix plus bas que les PME, gagnent les marchés, plus de PME. Et à la minute où on se retrouve en situation de monopole, tout d'un coup on s'aperçoit que les prix montent. Je ne veux pas de cela. Je demande un Small Business Act en Europe, comme il y en a dans d'autres parties du monde. Et je veux m'expliquer devant vous. La frontière n'est pas la réponse à tout. Mais le mot frontière n'est pas un mot tabou. Le mot frontière existe. Il n'est pas un grand mot. Nous voulons une frontière entre l'Europe et le reste du monde. Tant que nous n'avons pas la réciprocité, à la minute où nous avons la réciprocité, il n'y a pas de problème. L'Europe a ouvert tous ses marchés publics en 1994. En Asie, 90% des marchés publics sont fermés. Est-il normal que 30% des fonds structurels européens aillent à des entreprises venant de pays où pas un marché public n'est ouvert? Ce n'est pas normal. Et je le dis parce que je suis européen. Parce que c'est justement parce que je suis européen que je veux défendre l'Europe. Une Europe forte et une France forte
Voilà le projet que je propose aux Français. Alors on me dit, je veux m'expliquer enfin sur une chose qui me tient très à cœur. C'est la part d'humanité qu'il y a en chacun d'entre nous. Je ne suis pas venu vous parler uniquement compétitivité, travail, effort, récompense, mérite. Je suis venu vous dire qu'il faut avoir confiance dans le génie de notre pays et dans vous-même, mes chers compatriotes. Mais je veux aussi parler de cette question de l'humanité et de la solidarité. Pour que les choses soient claires, j'ai expliqué la différence entre ce qui était juste et injuste à mes yeux. Mais je veux parler de l'humanité. L'humanité, dans mon esprit, ce n'est pas simplement de faire la charité ou d'avoir de la compassion. L'humanité, c'est de faire confiance à celui qui met un genou à terre en lui disant « Aie confiance en toi, on va t'aider, tu peux vivre sur tes deux bouches, sur tes deux jambes et faire vivre ta famille. Tu n'auras pas besoin de tendre la main, tu n'auras pas besoin d'être assisté. On va t'aider à te relever. » C'est deux conceptions différentes. Pour les uns, une allocation, une indemnité, et le problème est réglé. Pour moi, le problème, il n'est réglé que quand chaque individu, confronté à la difficulté de la vie, a pu reprendre par lui-même la maîtrise de son destin. C'est ça, la véritable humanité. J'ai vu qu'on faisait une proposition d'une démagogie inouïe. L'humanité, ce n'est pas d'accepter par souci de l'image que tous les malheureux du monde puissent venir en France, puis les laisser dans un ghetto, sans emploi, au chômage, sans formation. Je le dis, ça, c'est de l'égoïsme, c'est de l'image, c'est la certitude que des ghettos resteront, et c'est aussi donner un handicap à tous ceux qui sont sur notre territoire et qui veulent s'en sortir par eux-mêmes et qui seraient les premières victimes d'un flux migratoire incontrôlé. Mais quand on dit qu'on ne reconduira plus un seul mineur, cela veut donc dire qu'à la minute même, on indique à tous les passeurs et criminels du monde entier « Faites venir des clandestins avec leurs enfants, ils resteront en France ». Irresponsable, injuste et odieusement démagogique. Voilà ce que je pense d'une proposition de cette nature. Alors il faut que j'en termine par là. On me dit, oh là, vous, il faut accepter toutes les critiques. Et de ce côté-là, je suis l'homme le plus à l'aise du monde. Mais mon Dieu, s'il peut m'arriver de dire sur tel ou tel sujet, je n'aurais pas fait comme ça. À ce moment-là, on stigmatise ce qui serait ma violence. Il n'y a aucune violence de ma part. Mais il y a la passion de la France et la passion du peuple français. Et au nom de cette passion, je veux vous dire une chose. Je ne laisserai pas le peuple de France se faire voler sa campagne électorale par des gens qui ne pratiquent que l'esquive et que le cynisme, qui changent d'avis du matin au soir, qui tournent leur position au fur et à mesure que les études changent. Vous avez le droit à la vérité. Vous avez le droit au débat. Vous avez le droit de savoir ce qui va se passer. Alors, mes chers amis, je serais venu la semaine dernière. J'aurais été accompagné d'un long cortège d'observateurs me prenant le pouls, décrivant ma baisse de morale, mes sautes d'énergie bien connues et mon peu d'appétit pour la campagne électorale. Aujourd'hui, je dois dire que ceux qui m'entourent, ces observateurs, sont plus en forme. Il a dû se passer quelque chose. Mais je vais vous dire une chose, moi, je n'en tiens aucun compte. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes un peuple libre. C'est vous qui déciderez, et personne d'autre. Vous déciderez dans 2 mois, et pas avant. C'est vous qui donnerez la réponse. C'est vous qui choisirez. C'est vous qui décidez.
Et je veux dire au peuple de France, aidez-moi, aidez-moi à faire triompher les valeurs qui sont les nôtres. Aidez-moi à construire la France forte dont nous avons besoin. Aidez-moi dans cette campagne électorale. Aidez-moi à défendre les idées qui sont les nôtres. Oui, mes chers amis, peuple de France, vive la République et vive la France!